Lucifère. L'odeur de cire et de désinfectant imprégnait la chapelle, rappel persistant de ce que l'on préfère oublier. Mario Augusto da Silva reposait dans le cercueil de bois clair, le moins cher du catalogue, vêtu du même costume bleu marine acheté 20 ans plus tôt. Usé aux manches à la coupe démodée, le tissu était impeccablement propre. Mario, toujours, pauvre mais digne, invisible et intègre. 6 chaises vides entourèrent le cercueil. Sur la 7e, Roberta tapait sur son portable, l'air affairé, répondant à des messages d'amis sur le nouveau sac posté sur les réseaux, celui qui avait coûté 3 salaires à son mari et dont il ignorait l'existence. À l'autre bout de la pièce, Claudio ajustait sa coûteuse cravate italienne, observant sa montre avec l'impatience de qui a des engagements plus importants. Fernando bâillait, avachi dans sa chaise, les mains dans les poches du jean que Mario lui avait payé 2 ans plus tôt, lorsque le neveu était venu dire qu'il avait besoin de vêtements pour un entretien d'embauche qui n'eut jamais lieu. Jessica sortit son portable, regarda le cercueil, calcula l'angle. Poster une photo serait de mauvais goût, mais elle pouvait la sauvegarder dans les brouillons pour l'utiliser plus tard, avec une légende sur famille et souvenirs. Ses abonnés adoraient le contenu émotionnel. Elle positionna l'appareil, ajusta le filtre et cliqua 2 fois. 3 pour être sûr. Marcelo, le plus jeune, ne dissimulait pas son ennui. Il manipulait son portable sans arrêt, probablement dans un groupe de sa faculté de médecine, riant doucement à des blagues que personne d'autre n'entendait. Aucun d'eux ne pleura. Aucun d'eux ne s'approcha du cercueil. L'homme des pompes funèbres annonça la fermeture. Les 5 se levèrent, comme à la fin d'une réunion de travail ennuyeuse, secouèrent leurs vêtements et se dirigèrent vers la porte. Ce fut Claudio qui brisa le silence le premier. « Au moins ce fut rapide », dit-il sans regarder en arrière. « Nous n'avons même pas eu besoin de beaucoup faire semblant. » Roberta laissa échapper un rire étouffé, celui qui trahit une certaine suffisance. « C'est vrai, pauvre oncle Mario. Il a dû mourir seul dans cet horrible appartement. » Elle marqua une pause et ajouta sur le ton désinvolte de qui commente la météo, « Quelqu'un devra nettoyer ça, n'est-ce pas ?» Imaginez l'état. Fernando enfouit ses mains dans ses poches et haussa les épaules. « Pas moi. J'ai une réunion demain matin. » Jessica roula des yeux. « Tu as toujours des réunions, et tu ne conclus jamais rien. »« Celle-ci est différente, » rétorqua Fernando, mais sans conviction. Marcelo souffla, ennuyé. « Vous croyez que le vieux a laissé quelque chose? Genre, de l'argent de côté ?» La question plana un instant. Tous s'arrêtèrent, se regardant. Puis, presque à l'unisson, éclatèrent de rire. Léger mais chargé de dédain. « Mario ?» Claudio secoua la tête. Il vivait dans un trou de 2 pièces à Madureira. S'il avait eu quelque chose, il n'aurait pas vécu comme un mendiant. Exact, acquiesça Roberta. Il a dû mourir sans rien, juste des dettes de copropriété probablement. Mais même ainsi, quelque chose brillait dans leurs yeux, une petite étincelle, une possibilité lointaine. La cupidité, au fond d'eux, n'a pas besoin de logique, juste d'une fissure. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun n'aurait pu imaginer, c'est qu'à cet instant précis, à 300 mètres de là, dans un bureau exigu au 10e étage d'un immeuble commercial sale, un avocat de 70 ans ouvrait un dossier marron jauni et lisait pour la 3e fois le testament qui allait tout changer. Mètre de là, dans un bureau exigu au 10e étage d'un immeuble commercial sordide, un avocat de 70 ans ouvrait un dossier brun jauni et lisait pour la 3e fois le testament qui allait tout changer. Et que Mario, même mort, avait encore une dernière chose à dire. Mario Augusto da Silva est né un après-midi de mars 1957, dans la banlieue de Rio de Janeiro, fils d'un cheminot et d'une couturière. Il grandit maigre et timide, les mains toujours sales de graisse, car il avait dû travailler très jeune. À 14 ans, il obtint un emploi d'aide technicien de maintenance dans un immeuble commercial du centre-ville. À 17 ans, il savait déjà réparer les ascenseurs mieux que les techniciens plus âgés. À 20 ans, il était déjà sollicité dans une demi-douzaine d'immeubles. Il montait et descendait dans les puits sombres des machines, portant des outils lourds, son petit corps se contorsionnant dans des espaces exigus où la lumière n'arrivait jamais. Et tandis qu'il travaillait toujours seul, toujours silencieux, il apprit quelque chose d'essentiel, que le monde est fait de gens qui montent et de gens qui descendent, et que lui, Mario, serait toujours celui qui réparait le mécanisme, mais ne l'utiliserait jamais. Il ne s'est jamais plaint. À 23 ans,
Mario rencontra Elena. Elle travaillait dans un magasin de tissus rue d'Alfandega. Elle avait des yeux marrons profonds et un sourire qui semblait s'illuminer quand elle voyait Mario passer devant la vitrine chaque matin. Il lui fallut 6 mois pour rassembler son courage et entrer dans le magasin. 3 de plus pour l'inviter à sortir. Et quand ils sortirent enfin, un cinéma bon marché, du pop-corn partagé, des mains qui se touchèrent dans l'obscurité, Mario sut qu'il avait trouvé la seule personne au monde qui le regardait et voyait plus qu'un petit homme aux mains sales de graisse. Elena tomba enceinte en décembre 1981. Mario pleura de bonheur. Il acheta un berceau d'occasion. Il peignit la minuscule chambre de l'appartement qu'il partageait avec 2 autres techniciens. Il commença à faire des heures supplémentaires. Il prévoyait de se marier en mars, dès qu'il aurait économisé assez d'argent pour les alliances. Mais en février, 2 hommes en costume apparurent à la porte de la pension où Mario habitait. C'étaient des membres de la famille d'Elena, la famille riche. La famille dont Mario n'avait jamais soupçonné l'existence, car Elena avait honte de ses origines, et vivait cachée dans un emploi modeste, fuyant les attentes étouffantes d'un nom de famille important. Les hommes furent directs, sans détour, sans pitié. « Tu vas disparaître de sa vie », dit le plus âgé, un homme à la moustache grisonnante et à la voix coupante comme du verre. « Tu vas disparaître, oublier qu'elle existe et laisser cet enfant en paix. » Mario tenta d'argumenter. Il tenta de dire qu'il aimait Elena, qu'il prendrait soin d'elle, du bébé, qu'il travaillait dur, qu'il était un homme honnête. L'homme rit, un rire sec, sans humour. « Tu es un technicien d'ascenseur, jeune homme. Tu n'es rien de plus. Elle va rentrer chez elle, épouser quelqu'un de son rang, et cet enfant aura un vrai père. Pas un pauvre air qui passe sa vie fourré dans des puits d'ascenseur. » Et puis ils posèrent sur la table une somme d'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était plus que ce que Mario gagnait en 6 mois. Et avec l'argent, une menace claire. S'il ne disparaissait pas, il y aurait des conséquences, pour lui, pour son emploi, pour Elena elle-même. Mario prit l'argent, non pas par choix, mais parce qu'il comprit à cet instant précis que le monde était encore plus cruel qu'il ne l'imaginait, et qu'Elena, enceinte seule, serait détruite s'il insistait, que sa famille avait du pouvoir, des relations, et que lui, Mario, n'était qu'une ombre. Alors, il disparut, était plus cruel qu'il ne l'imaginait, et qu'Elena, enceinte, seule, serait détruite s'il insistait, que sa famille avait du pouvoir, des relations, et que lui, Mario, n'était qu'une ombre. Alors il a disparu, il a changé de pension, il a changé de quartier, il n'a plus jamais essayé de parler à Elena, et pendant 43 ans, il a porté en lui une douleur qui n'a jamais cicatrisé. Parfois, tard dans la nuit, il se demandait si c'était un garçon ou une fille, s'il avait les yeux de sa mère, s'il était heureux, si un jour, par hasard, il croiserait cette personne dans la rue sans savoir qui elle était. Mais Mario a gardé le secret. Il a ravalé sa douleur. Et il a continué à réparer des ascenseurs. L'argent qu'il avait reçu ce jour-là, cet argent sale, né de la cruauté et des préjugés, Mario ne l'a jamais dépensé. Il l'a investi. Il a acheté des actions d'une petite entreprise que personne ne connaissait. Il a acheté un terrain dans un quartier délaissé de la zone ouest. Et mois après mois, année après année, centime après centime, il a continué à investir. Non pas par ambition, mais parce que cet argent, d'une certaine manière, devait avoir un but. Il devait signifier quelque chose au-delà de l'humiliation. Et pendant qu'il investissait, Mario vivait, simple, humble, invisible. Quand ses frères et sœurs sont morts, d'abord Carlos, puis Teresa, Mario a assumé le rôle d'oncle. Il a assisté à tous les anniversaires de ses neveux et nièces. Il apportait des cadeaux bon marché emballés dans du papier journal. Il s'asseyait dans les coins des fêtes, mangeait les restes, partait avant de déranger. Et quand ils avaient besoin de lui, et ils en avaient toujours besoin, il apparaissait, avec de l'argent, avec de l'aide, avec de la patience. Claudio a eu besoin de 15 000 réais pour payer l'école privée de son fils. Mario les a donnés, sans demander quand ils seraient remboursés. Roberta avait une dette de carte de crédit que son mari ne devait pas découvrir. 8 000 réais. Mario a payé, sans jugement. Fernando voulait ouvrir un magasin de vêtements. Il lui fallait 20 000. Mario les a prêtés. Le magasin a fait faillite en 4 mois. Fernando ne les a jamais rendus. Mario ne les a jamais réclamés. Jessica voulait suivre un cours de marketing digital. 5 000 réais. Mario a payé.
Marcelo avait besoin d'un ordinateur portable pour l'université. 3000 réais. Mario l'a acheté. Et chaque fois qu'il prenait l'argent, Mario voyait dans leurs yeux le même dédain, la même pitié déguisée, la même pensée inexprimée. Pauvre oncle Mario. Toujours à essayer de se faire remarquer. Mais Mario ne faisait pas ça pour être remarqué. Il le faisait parce que, au fond, il aimait encore. Il croyait encore qu'un jour, peut-être, quelqu'un le regarderait et verrait l'homme qu'il était vraiment. Mais ce jour n'est jamais venu. Jusqu'à ce que Mario comprenne quelque chose de fondamental. Il n'avait pas besoin d'être vu. Il devait juste s'assurer que, lorsqu'il partirait, la vérité resterait. Et c'est ainsi qu'à 67 ans, il a cherché un avocat. 2 jours après les funérailles, les 5 neveux et nièces sont entrés dans le petit bureau poussiéreux du centre-ville. L'endroit sentait le vieux papier et le café réchauffé. L'avocat, un homme aux lunettes épaisses, aux cheveux blancs ébouriffés et à l'expression fatiguée de celui qui a déjà vu l'âme humaine trop nue, les attendait, assis derrière un bureau en bois sombre, rempli de dossiers jaunis. Il ne s'est pas levé quand ils sont entrés. Il a juste fait un signe vers les chaises devant lui. Les 5 se sont installés avec la posture de ceux qui sont là par obligation, mais sans attente. Claudio a croisé les bras. Roberta jouait avec son téléphone portable. Fernando regardait par la fenêtre sale. Jessica vérifiait ses notifications. Marcelo bâillait. L'avocat a ajusté ses lunettes, a ouvert la chemise marron et en a sorti une liasse de papier jauni. « Vous êtes ici » a-t-il commencé d'une voix posée, « pour la lecture du testament de Mario Augusto da Silva. » Il y a eu un bref silence. Puis, Claudio a eu un rire nerveux. « Védorsifre une liasse de papier jauni. Ils sont ici, commença-t-il d'une voix posée, pour la lecture du testament de Mario Augusto da Silva. » Un bref silence s'ensuivit. Puis Claudio laissa échapper un rire nerveux. « Un testament » répéta-t-il, comme si le mot était une blague. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, mais un testament de quoi? Cet homme vivait dans un 2 pièces à Madureira. Il réparait des ascenseurs. Il n'avait rien. » L'avocat ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de pitié et de satisfaction sombre, qui fit s'estomper le sourire de Claudio. « Je suggère, » dit l'avocat, avec un calme qui semblait répéter, « que vous écoutiez jusqu'au bout avant de tirer des conclusions. » Il commença à lire. Et mot après mot, ligne après ligne, la pièce devint de plus en plus froide, car Mario Augusto da Silva, l'oncle oublié, l'homme invisible qui avait vécu dans l'ombre, n'était pas pauvre. Il ne l'avait jamais été. L'avocat lut le premier élément d'une voix aussi monotone que celle de quelqu'un lisant l'annuaire téléphonique. Un appartement rue Barão de Mesquita, Tijuca. Valeur marchande, 1 200 000 réais. Roberta cessa de consulter son téléphone portable. Un local commercial sur l'avenue Rio Branco, centre. Valeur marchande, 800 000 réais. Fernando quitta des yeux la fenêtre. Une maison de 3 chambres à Jacarepaguá. Valeur marchande, 900 000 réais. Jessica ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Qu'un terrain de 1000 mètres carrés à Itaguaí. Valeur marchande, 1 100 000 réais. Marcelo déglutit difficilement. L'avocat tourna la page et continua. D'autres biens immobiliers, puis des actions. Des entreprises qui avaient commencé modestes et étaient devenues des géantes. Des titres d'État accumulés pendant 5 décennies. Des placements qui s'étaient multipliés avec le temps et la patience de celui qui comprend que l'argent ne crie pas, il ne fait que croître en silence. Lorsqu'il termina la liste, 10 minutes plus tard, bien que cela parût une éternité, l'avocat retira ses lunettes, en nettoya les verres avec sa vieille cravate et regarda les 5 neveux avec une expression qui aurait pu être confondue avec de la compassion. Le patrimoine net de Mario Augusto da Silva, après impôts et taxes, s'élève à environ 18 400 000 réais. La pièce explosa en silence. Il n'y eut pas de cri, pas d'exclamation, juste un silence si dense qu'il semblait aspirer l'air. Les 5 restèrent pétrifiés, les visages pâles, les esprits tourbillonnant si vite qu'on aurait presque pu entendre les rouages grincer. 18 millions. Oncle Mario. Le pauvre type. L'invisible. Celui dont il s'était moqué lors de l'enterrement. Claudio fut le premier à se ressaisir. Il s'éclaircit la gorge, se redressa sur sa chaise. Son cerveau d'avocat travaillait déjà, calculait déjà. « Bien, » dit-il, essayant de paraître désinvolte, bien que sa voix tremblât au bord. «
C'est surprenant, très surprenant. Mais enfin, j'imagine que l'héritage sera partagé équitablement entre nous 5, n'est-ce pas? Nous sommes les seuls héritiers vivants. L'avocat remit ses lunettes. Et pour la première fois depuis leur entrée, il esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire mince, triste, presque cruel. Pas exactement, dit-il, et il prit alors un autre document, une feuille de papier ministre jaunie, couverte de lettres manuscrites. La calligraphie était tremblante, mais ferme. Le genre d'écriture de quelqu'un qui écrit lentement, pesant chaque mot, car il sait qu'ils auront un poids éternel. Conjointement au testament, continua l'avocat, Mario a laissé une lettre, adressée à vous, messieurs et dames. Il m'a demandé de la lire intégralement, quel que soit le temps que cela prendrait. Roberta sentit son estomac se nouer. « Une lettre » répéta-t-elle, d'une voix étrangement ténue. « Oui, une lettre. » L'avocat déplia le papier, s'éclaircit la gorge et commença à lire. « Chers neveux et nièces. » Roberta sentit son estomac se nouer. « Une lettre » répéta-t-elle, la voix étrangement fluette. « Oui, une lettre. » L'avocat déplia le papier, il s'éclaircit la gorge et commença à lire. « Cher neveu, si vous l'entendez, c'est que je suis enfin parti. J'imagine votre surprise de découvrir que moi, le pauvre oncle Mario, l'invisible, l'oublié, n'était pas si pauvre que ça. J'imagine aussi que vous êtes déjà en train de calculer combien chacun recevra. C'est naturel. Humain. Avide, peut-être, mais humain. Je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais haï. Pas même quand vous me traitiez comme un vieux meuble, ni quand vous riiez de moi derrière mon dos, ni quand vous preniez mon argent sans jamais le rendre, parce que je comprenais. J'ai toujours compris. Vous me voyiez comme un raté, un homme qui avait gâché sa vie. Et d'une certaine façon, vous aviez raison, je l'ai gâché, mais pas de la manière que vous imaginez. Pendant toutes ces années, je vous ai observé, tous, et j'ai appris qui vous êtes réellement, parce que vous pensiez que j'étais invisible. Et les personnes invisibles voient tout, entendent tout, savent tout, et j'ai découvert vos secrets. L'avocat marqua une pause. Il regarda les 5, tous avaient le visage blanc comme un linge. Il continua. « Claudio, tu penses que ta femme n'est pas au courant pour Fernanda, n'est-ce pas? La femme que tu entretiens dans un appartement à Copacabana, appartement que tu paies avec l'argent que tu as détourné des clients du cabinet, de petites sommes, rien qui puisse être facilement traçable. Mais je l'ai traqué, j'ai toutes les preuves, tous les virements. Qu'un dossier complet qui sera remis à l'ordre des avocats du Brésil, si tu tentes de contester ce testament. » Claudio devint livide. Ses mains agrippèrent les bras de la chaise avec une telle force que ses jointures blanchirent. « Roberta, tu vis dans un mensonge très élaboré, n'est-ce pas? Ton mari pense que vous avez encore de l'argent, que son entreprise fonctionne toujours. Mais tu connais la vérité. Tu sais qu'elle est en faillite. Tu connais les dettes, les cartes de crédit au maximum, les prêts usuraires. Et tu connais aussi l'argent que tu as détourné du compte joint pour sauver les apparences. Les sacs, les vêtements, les photos parfaites sur Instagram. J'ai tous les extraits de compte. Et une copie sera envoyée à ton mari si tu tentes de contester ce testament. » Roberta laissa échapper un son étranglé, quelque chose entre un sanglot et un gémissement. « Fernando, tu n'as pas de réunions importantes. Tu n'en as jamais eu. Ce que tu as, ce sont de petites escroqueries, des produits que tu n'as jamais livrés, des services que tu n'as jamais rendus, des personnes qui t'ont fait confiance et qui ont perdu de l'argent. Pas beaucoup, mais suffisamment pour caractériser l'escroquerie. J'ai des noms, des adresses, des montants et des preuves de tout. Une plainte complète qui sera remise à la police si tu tentes de contester ce testament. » Fernando se mit à trembler, littéralement à trembler. « Jessica, ta vie sur les réseaux sociaux est une fraude. Les abonnés, achetés, les produits que tu recommandes, tu ne les as jamais utilisés. Tu acceptes de l'argent d'entreprise pour promouvoir des choses qui ne fonctionnent pas. Et pire encore, tu acceptes de l'argent d'entreprise qui trompe les personnes âgées. Faux suppléments, traitements miracles, escroquerie déguisée en opportunité. J'ai des captures d'écran, des conversations, des contrats. Et tout sera envoyé à tes sponsors et aux procons si tu tentes de contester ce testament. » Jessica se mit à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage soigneusement maquillé. « Marcelo, tu es à la faculté de médecine, mais pas par mérite. Tu as acheté des examens.
Tu as payé des étudiants plus âgés pour faire des travaux. Tu as falsifié des certificats. Et au dernier semestre, tu as soudoyé un professeur pour changer ta note. J'ai des emails, des virements bancaires, des enregistrements. Et tout sera envoyé à la coordination du cursus si tu tentes de contester ce testament. Titulo Novo, V3, FR. Le semestre dernier, il a soudoyé un professeur pour modifier sa note. J'ai des emails, des virements bancaires, des enregistrements. Et tout sera envoyé à la coordination du cours si vous tentez de contester ce testament. Marcelo avait la tête entre les mains. Il respirait comme s'il n'y avait pas assez d'air dans la pièce. L'avocat marqua une autre pause, plus longue, comme s'il avait lui aussi besoin d'air. Puis il reprit, sa voix devenant plus douce, plus triste. Vous devez vous demander, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je enquêté? Pourquoi ai-je conservé ces informations? La vérité est simple, parce que je devais savoir qui vous étiez réellement. Je devais m'assurer que ma décision était la bonne. Car voyez-vous, mes chers neveux et nièces, je n'ai pas toujours été seul. Je n'ai pas toujours été invisible. Il fut un temps où j'ai aimé. Un temps où j'ai été aimé. Un temps où j'allais devenir père. Mais ce temps m'a été volé. Ce fut au tour de l'avocat de marquer une pause pour s'éclaircir la gorge. Il y avait quelque chose dans ses yeux, peut-être des larmes, peut-être juste de la fatigue, qui rendait difficile de continuer. En 1982, j'ai rencontré Elena. Elle était enceinte de mon fils, lorsque des hommes de sa famille m'ont chassé de sa vie. Ils m'ont payé pour disparaître. Ils m'ont menacé. Et moi, lâche, j'ai accepté. J'ai disparu. J'ai abandonné la femme que j'aimais. J'ai laissé mon fils grandir sans moi. Pendant 43 ans, j'ai vécu avec ce poids, avec cette douleur. J'ai travaillé, j'ai investi, j'ai accumulé de l'argent que je n'ai jamais voulu dépenser car au fond, tout cela était bâti sur la culpabilité et la honte. Mais il y a 6 mois, j'ai découvert quelque chose. Par hasard. Une coïncidence absurde, du genre que seule la vie peut orchestrer. J'ai découvert qui est mon fils. Les 5 neveux et nièces levèrent la tête simultanément. Il vit à Rio de Janeiro. Il a 43 ans. Il ignore que je suis son père. Il croit que son père était l'homme qu'Elena a épousé après ma disparition, un riche homme d'affaires qui est mort il y a 10 ans et a laissé la famille dans la misère. Durant les 6 derniers mois, je l'ai observé de loin. J'ai vu le genre d'homme qu'il est devenu. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a rempli de fierté et de douleur à la fois. Il est tout ce que je n'ai jamais réussi à être. Il est bon, honnête, travaille dur, prend soin de sa mère. Ma Elena, désormais âgée et malade. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il partage le peu qu'il possède. Il aide ses voisins, donne son sang, a adopté un enfant dont personne ne voulait. Et quand j'ai vu tout cela, j'ai su. J'ai su qu'il le méritait, qu'il était le seul à le mériter. C'est pourquoi, mes chers neveux et nièces, je regrette de vous informer que vous ne recevrez pas un centime de mon héritage. La pièce explosa. Claudio se leva. « C'est absurde !» cria-t-il, le visage rouge. « Ce n'est pas légal. Nous sommes de la même famille. Nous avons des droits. » L'avocat leva la main demandant le silence et continua de lire, impassible. « Chacun de vous recevra symboliquement 1000 réais, assez pour couvrir les frais que vous avez eus pour mes funérailles, si tant est que vous en ayez eu. Le reste, tout le reste, sera transféré à mon fils. À Rafael Mendes da Silva. Il ne sait pas qui je suis. Pas encore, mais il le saura. Maître, vous avez pour instruction de tout lui raconter, de lui montrer les preuves, d'expliquer l'histoire. Et si Raphaël accepte, et j'espère qu'il acceptera, il ne recevra pas seulement de l'argent. Il recevra aussi des lettres. Des centaines de lettres que je lui ai écrites au fil de ces 43 ans, des lettres que je n'ai jamais envoyées, des lettres où je lui ai raconté ma vie, mes regrets, mes rêves, des lettres où j'ai tenté d'être le père que je n'ai jamais pu être. J'espère qu'il me pardonnera d'avoir été lâche. J'espère qu'il comprendra que j'ai essayé, à ma manière tordue et pathétique, de laisser quelque chose de bien derrière moi. Des lettres où j'ai tenté d'être le père que je n'ai jamais été. J'espère qu'il me pardonnera ma lâcheté. Qu'il comprenne que j'ai tenté, à ma manière tordue et pathétique, de laisser quelque chose de bien derrière moi. Et à vous, mes neveux et nièces, je ne souhaite qu'une chose, que vous regardiez dans le miroir et y voyiez ce que j'y ai vu. Que vous compreniez que la vie ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on donne, à ce qu'on est quand personne ne regarde. J'ai été invisible toute ma vie,
Mais maintenant, dans la mort, je serai enfin vu. Avec tout l'amour qui me restait, Mario Augusto da Silva. L'avocat plia la lettre, la remit dans son dossier, et il attendit. La pièce était d'un silence absolu, si profond qu'on entendait le bourdonnement des néons au plafond. Les 5 neveux et nièces, paralysés, affichaient une suite d'émotions si rapides qu'il était impossible de les suivre. Choc, colère, désespoir, honte, incrédulité. Ce fut Roberta qui parla la première, la voix tremblante et aiguë. « Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Nous sommes sa famille. Nous sommes de son sang. »« Vous l'êtes, » acquiesça l'avocat d'un calme irritant. « Mais la famille n'est pas que le sang, et Mario le savait mieux que quiconque. » Claudio frappa la table de sa main. « Je vais contester. Je porterai ça devant les tribunaux. C'est une fraude. » L'avocat le regarda sans ciller. « Monsieur peut essayer. Mais comme la lettre l'a clairement indiqué, toute contestation entraînera la divulgation de certains documents. Des documents que, j'imagine, monsieur préférerait garder secrets. » Claudio redevint pâle. Il ouvrit la bouche, la referma, s'assit lentement. Fernando avait les mains sur la tête. C'est un cauchemar. Ça doit être un cauchemar. Jessica pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur son visage. Il ne peut pas nous faire ça. Ce n'est pas possible. Il le peut, dit l'avocat. Et il l'a fait. Marcelo se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Qui est ce Raphaël? Comment savons-nous qu'il est vraiment son fils? Ça pourrait être une arnaque, quelqu'un qui a convaincu le vieil homme de quelque chose. L'avocat ouvrit un autre dossier et en sortit une épaisse enveloppe. Test ADN, dit-il, posant le document sur la table. Réalisé il y a 4 mois. Compatibilité de 99,97%. Rafael Mendes da Silva est, sans l'ombre d'un doute, le fils biologique de Mario Augusto da Silva. Il attendit. Personne ne parla. Il y a autre chose, poursuivit l'avocat, une pointe de satisfaction dans la voix. Mario m'a demandé de vous transmettre un dernier message. Il n'était pas dans la lettre. Il l'a dit personnellement, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Les 5 le regardèrent, les visages défaits. Il a dit « Dites-leur que j'ai toujours su. J'ai toujours su qu'ils se sont moqués de moi à mes funérailles. J'ai toujours su qu'ils me considéraient comme un fardeau. Et pourtant, je leur ai tout de même donné à chacun la chance de changer. De venir me voir, de me demander comment j'allais, de m'aimer ne serait-ce qu'un peu, mais aucun d'eux ne l'a fait. Alors maintenant, ils vont comprendre ce que c'est que d'être invisible, ce que c'est que de ne pas compter, ce que c'est que de n'avoir rien. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son des pleurs de Jessica. L'avocat se leva, ramassa les dossiers, il les regarda un par un. « Raphaël viendra ici demain à 10 heures du matin. Je suggère que vous ne soyez pas présent. Ce ne serait une rencontre agréable pour personne. » Et puis il sortit, les laissant tous les 5 seuls dans la pièce. Personne ne bougea pendant un long moment. Alors, lentement, Claudio se leva. Il regarda les autres et dit, d'une voix qui semblait venir de très loin, « Nous devons trouver ce Raphaël. » Roberta releva la tête, les yeux rouges. « Pourquoi faire? Pour le convaincre de partager, pour lui faire comprendre que nous sommes aussi sa famille. Pour... Nous devons trouver ce Raphaël. » Roberta leva la tête, les yeux rougis. « Pourquoi faire? Pour le convaincre de partager, pour lui faire comprendre que nous sommes aussi de sa famille. Pour le manipuler, compléta Fernando d'une voix amère. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux faire. Le même genre de choses que l'oncle Mario savait que nous ferions. » Claudio ne répondit pas. Mais il n'en avait pas besoin. La réponse était claire dans ses yeux. Et à ce moment-là, à l'insu de tous à 300 kilomètres de là, dans un hôpital public de Barra Mansa, Rafael Mendes da Silva terminait sa garde en tant qu'infirmier, fatigué mais souriant, car il avait sauvé une vie cette nuit-là. Et il ne se doutait pas que dans les 24 heures à venir, sa propre vie changerait à jamais. Rafael Mendes da Silva se réveilla à 6 heures du matin, un mardi ordinaire, avec le même poids habituel sur la poitrine. Sa mère, Elena, s'était aggravée pendant la nuit. Il avait entendu sa toux sèche traverser la fine paroi de l'appartement à Barra Mansa. À 72 ans, elle était de plus en plus fragile, son corps consumé par une maladie que les médecins traitaient avec des mots doux, mais avec des yeux qui disaient la vérité. Il ne restait plus beaucoup de temps. Raphaël prépara le café. 2 tasses.
Une pour lui, une pour elle. Il mit du sucre dans la sienne, elle aimait le café sucré, l'avait toujours aimé, et la porta dans la chambre. Elena était éveillée, assise sur le lit, regardant par la fenêtre, avec cette expression lointaine que Raphaël reconnaissait. C'était l'expression de quelqu'un qui se souvient, de quelqu'un qui vit plus dans le passé que dans le présent. « Bonjour, maman. » Elle tourna la tête, elle sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Bonjour, mon fils. » Raphaël ignorait, alors qu'il s'asseyait au bord du lit et tenait la main ridée de sa mère, qu'un avocat de Rio de Janeiro avait déjà appelé son portable 3 fois. Il ignorait que sa vie était sur le point d'être bouleversée. Il ignorait qu'un homme nommé Mario Augusto da Silva, un nom qu'il n'avait jamais entendu de sa vie, était mort en pensant à lui. À 9h30 du matin, Raphaël finit par voir les appels manqués, un numéro inconnu de Rio. Il rappela en attendant le bus qui devait le mener à l'hôpital où il travaillait comme infirmier depuis 19 ans. La voix de l'avocat était formelle, distante, mais il y avait quelque chose en elle, une urgence voilée, qui fit exprès manquer son bus à Raphaël. « Monsieur Rafael Mendes da Silva. Oui, c'est moi. Mon nom est Osvaldo Pereira, je suis avocat. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau aujourd'hui, si possible. Il s'agit d'un héritage. » Raphaël fronça les sourcils. « Un héritage? Je crois qu'il y a une erreur. Mon père est mort il y a 10 ans et n'a laissé que des dettes. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Puis la voix de l'avocat, plus basse. « Je ne parle pas de l'homme qui vous a élevé, monsieur Raphaël. Je parle de votre père biologique. » Le monde s'arrêta. Raphaël resta immobile à l'arrêt de bus, le téléphone collé à l'oreille, les gens passant autour de lui comme des ombres floues. Père biologique. Les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche brisée. Je ne comprends pas. Je sais que c'est un choc. Mais j'ai besoin que vous veniez. Aujourd'hui, si possible. Il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui changeront votre vie. Raphaël prit le bus suivant pour Rio. Pas pour l'hôpital, pour l'adresse que l'avocat lui avait donnée. Pendant les 3 heures de trajet, il tenta de ne pas penser, il tenta de ne pas imaginer. Mais c'était impossible. Père biologique. Toute sa vie, il avait su que l'homme qui l'avait élevé, Eduardo Mendes, un homme d'affaires en faillite, froid et distant, ne l'aimait pas comme un père devrait aimer. Il y avait toujours eu ce vide, ce sentiment que quelque chose ne s'accordait pas. Que l'homme qui l'avait élevé, Eduardo Mendes, homme d'affaires ruiné, froid et distant, ne l'aimait pas comme un père devrait aimer. Un vide persistant. Le sentiment que quelque chose clochait. Mais il n'avait jamais demandé ni enquêté. Par peur de la vérité, qu'il craignait pire encore que la vie connue. À 2h15 de l'après-midi, Raphaël entra dans le bureau exigu au 10e étage d'un immeuble commercial vétuste. L'avocat l'accueillit d'une poignée de main ferme et d'un regard qui semblait sonder chaque centimètre de son âme. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Raphaël s'assit. Ses mains tremblaient. Il les dissimula entre ses jambes. L'avocat ne perdit pas de temps. Il ouvrit la mallette, en sortit une enveloppe et commença à raconter l'histoire de Mario Augusto da Silva. Mot après mot, Raphaël entendit parler du technicien d'ascenseur, de l'homme humble qui avait aimé Elena, de la grossesse, des hommes en costume qu'il avait chassés, des 43 ans de silence, des investissements, de la fortune cachée, des lettres jamais envoyées, du testament. Et lorsque l'avocat eut terminé, tendant l'enveloppe contenant le test ADN, Raphaël n'eut pas besoin de l'ouvrir. Il savait que c'était la vérité. Il le sentait dans sa chair, dans ses tripes, dans son cœur qui battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « C'était mon père », murmura Raphaël, la voix brisée. « Mon vrai père. »« C'était lui », confirma l'avocat. « Et il vous a aimé. Toute sa vie, il vous a aimé, même sans vous connaître. » Raphaël commença à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sans retenue. Il pleurait tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il n'avait jamais eu. Il pleurait l'homme qu'il n'avait jamais connu mais qui avait pensé à lui chaque jour, le père qui avait existé dans l'ombre, invisible, aimant en silence. L'avocat attendit. Puis avec délicatesse, il poussa une boîte sur la table. Ce sont les lettres, 437, une pour chaque mois depuis votre naissance. Il les a toutes écrites, y racontant sa vie, ses regrets, parlant de vous et de l'homme qu'il espérait que vous deviendriez. Raphaël prit la boîte, les mains tremblantes. Il l'ouvrit. Il vit les enveloppes jaunies, empilées avec un soin obsessionnel,
chacune datée d'une écriture tremblante, mais ferme. La première lettre datait de mars 1982, la dernière de juin 2025, un mois avant la mort de Mario. Et puis l'avocat parla de l'héritage, des 18 millions, des biens immobiliers, de tout ce que Mario lui avait laissé. Raphaël, incapable de parler, ne faisait que pleurer, encore et encore. « Une dernière chose, » dit l'avocat, la voix douce. Mario avait des neveux, 5. Ils sont venus ici hier. Et il marqua une pause, hésitant à continuer. « Et quoi ?» demanda Raphaël, essuyant ses larmes. « Ils se sont moqués de lui et ont raillé aux funérailles. Maintenant, ils veulent l'argent. » Raphaël garda le silence un long moment. Puis quelque chose changea sur son visage. Une dureté, une détermination. Où sont-ils? Les 5 neveux attendaient dans le hall de l'immeuble à la sortie de l'ascenseur. Ils avaient passé les 24 dernières heures à planifier et répéter. Claudio, le porte-parole. Roberta, l'appel émotionnel. Fernando, l'humble. Jessica, la vulnérable. Marcelo, le rationnel. Ils avaient un plan, un discours, une stratégie. Mais quand ils virent un Raphaël, grand, mince, les yeux fatigués de qui travaille trop et dort peu, portant l'uniforme délavé d'infirmier, quelque chose vacilla en eux, parce que Raphaël les regarda, et ils virent, dans ce regard, quelque chose qui les fit reculer. Ils virent Mario. Même humilité, même dignité silencieuse, même tristesse profonde de celui qui connaît la douleur humaine de l'intérieur. Claudio s'avança le premier, la main tendue. « Raphaël, c'est bien ça. Nous sommes les neveux de ton père. Nous sommes cousins donc. La famille. La même tristesse profonde de ceux qui connaissent la douleur humaine de l'intérieur. » Claudio s'avança le premier, la main tendue. « Raphaël, c'est bien ça. Nous sommes les neveux de votre père. Nous sommes cousins donc. La famille. » Raphaël ne lui serra pas la main. Il se contenta de la regarder, tendue en l'air, jusqu'à ce que Claudio la baisse, embarrassé. « Je sais qui vous êtes, » dit Raphaël, d'une voix basse mais ferme. « L'avocat m'a tout raconté. » Roberta fit un pas en avant, les yeux humides, des larmes de commande, parfaitement répétées. « Raphaël, nous sommes si heureux pour vous, si heureux que l'oncle Mario vous ait enfin trouvé. C'est une belle histoire, et nous voulions que vous sachiez que nous l'avons toujours aimé. Toujours. » Raphaël inclina légèrement la tête. « Vraiment? » ?»« Oui, » s'empressa Fernando. « Il était comme un père pour nous. Un exemple. Nous l'avons toujours admiré. » Raphaël sortit son portable de sa poche, il ouvrit une vidéo, il tourna l'écran vers eux. C'était un enregistrement de sécurité des funérailles. Grand angle, silencieux mais clair. Il montrait les 5, riant, manipulant leur portable, partant sans un regard pour le cercueil. « L'avocat me l'a donné, » dit Raphaël. « Mario avait fait filmer les funérailles. Il voulait que je voie, que je sache exactement qui vous êtes. » Le silence qui tomba était si lourd qu'il semblait avoir une substance physique. Jessica tenta. Nous étions sous le choc. Nous ne savions pas comment réagir. Les gens réagissent différemment au deuil. Arrêtez, coupa Raphaël. Et quelque chose dans sa voix maintenant. Pas de la colère. Pire, de la déception. Arrêtez, tout simplement. Il rangea son portable. Il regarda chacun d'eux. Vous êtes venus ici pour me convaincre de partager l'argent. Je le sais, vous le savez aussi. Je vais donc vous faire gagner du temps. » Raphaël inspira profondément. « Je ne vous donnerai rien. » Claudio explosa. « Nous sommes la famille. Nous sommes de son sang. »« C'est vrai, » acquiesça Raphaël. « Et il vous a donné exactement ce que vous méritiez. 1000 raies chacun. Utilisez l'argent sagement. » Il commença à s'éloigner. Marcelo l'attrapa par le bras. « Vous ne comprenez pas. Nous en avons besoin. Nous avons des dettes, des problèmes, des situations. » Raphaël regarda la main sur son bras, puis Marcelo, et ce que Marcelo vit dans ses yeux le fit lâcher prise. « Je travaille 60 heures par semaine sur 2 emplois pour prendre soin de ma mère malade, » dit Raphaël, la voix basse mais coupante comme une lame. « Ma mère, c'est Elena, la femme que Mario a aimée, la femme que vous n'avez jamais mentionnée, jamais visitée. Jamais soucié. » Il fit un pas en arrière. « Je vais utiliser l'argent de Mario pour lui donner le traitement qu'elle mérite, le confort qu'elle mérite. Et ce qui restera, je l'utiliserai pour aider ceux qui en ont vraiment besoin, des invisibles,
comme Mario, comme moi, toute ma vie. Raphaël se tourna pour partir. Puis, il s'arrêta. Il regarda une dernière fois en arrière. Mario m'a laissé une lettre, la dernière qu'il a écrite. Vous savez ce qu'il a dit à la fin? Il a dit qu'il espérait que je serais meilleur que lui, que je ne laisserais pas la douleur me rendre amer, que je continuerais d'aimer, même quand le monde ne le mériterait pas. Il déglutit. Alors je vais le faire. Je vais l'honorer en étant exactement ce qu'il espérait que je sois. Et vous devrez vivre en sachant que vous avez eu tout, un oncle qui vous a aimé, aidé, et qui a donné sa vie pour vous, et que vous l'avez gâché. Et alors Raphaël sortit, laissant les 5 seuls dans le hall vide d'un immeuble sale, avec le poids de leurs propres âmes. 6 mois plus tard, Elena décéda paisiblement dans une maison de retraite privée, entourée de fleurs et avec Raphaël lui tenant la main. Elle partit en connaissant la vérité sur Mario, sachant qu'il ne l'avait jamais oublié, sachant que le fils qu'ils avaient eu ensemble était devenu exactement le genre d'homme dont elle avait toujours rêvé. Sa main. Elle est partie en connaissant la vérité sur Mario, en sachant qu'il ne l'avait jamais oublié, en sachant que le fils qu'ils avaient eu ensemble était devenu exactement le genre d'homme dont elle avait toujours rêvé. Raphaël a utilisé une partie de l'héritage pour créer une fondation. Elle portait le nom de Mario. Elle a aidé les travailleurs invisibles, portiers, agents d'entretien, techniciens, infirmiers, des personnes que le monde ne voyait pas, mais qui faisaient tourner le monde. Les 5 neveux et nièces vécurent leur vie. Claudio perdit son cabinet. Roberta divorça. Fernando échoua encore. Jessica perdit ses sponsors. Marcelo fut renvoyé de l'université. Et tous, chacun à sa manière, apprirent quelque chose qu'ils emporteraient dans leur tombe, que l'argent n'achète pas tout, et qu'il y a des pertes qu'aucune somme ne peut compenser. Et par une chaude après-midi de janvier, Raphaël a visité la tombe de Mario pour la première fois. Il a apporté des fleurs simples, des marguerites, car elles étaient bon marché et belles, comme Mario les aurait aimées. Il s'est agenouillé devant la modeste pierre tombale et a posé sa main sur la pierre froide. « Salut, papa !» a-t-il murmuré, la voix nouée. « Pardon d'avoir mis si longtemps. Je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant, je sais, et je te rendrai fier. Je te le promets. » Le vent soufflait doucement entre les arbres du cimetière, et Raphaël, pour la première fois en 43 ans, ne s'est pas senti invisible. Car il y a des gens qui traversent la vie comme des ombres, mais quand ils partent, ils laissent une lumière qui ne s'éteint jamais.